اوكي ناجية، ها هو غادي يطلع دابا لو لايف. C'est bon, je pense qu'on va commencer là. Je suis en train de juste me partager. C'est bon. Donc, on peut y aller. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver dans notre rendez-vous senior. Chaque mois, on reçoit un professionnel pour nous éclairer afin de maintenir votre bien-être et préserver votre santé. Donc, pour ceux qui viennent pour la première fois, je me présente, Nejia Belge, coach de vie. J'accompagne en majorité des seniors, donc des personnes qui ont plus de 55 ans, vers un mieux-être et un épanouissement. J'ai donc fondé le premier club pour seniors à Casablanca en octobre 2019. On se retrouve autour d'une chorale, on fait des groupes de discussion, des ateliers créatifs. Alors, j'ai fait la première sortie et ensuite Covid est arrivé. Donc, ça n'est que partie remise, Inch'Allah, on reprendra tout ça après Covid. Alors, j'ai toujours été entourée de magnifiques seniors qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie. Je connais parfaitement leurs besoins, leurs ressentis, et j'aimerais que nous prenions tous conscience de leur importance dans nos vies. On a tous de magnifiques seniors autour de nous. Et quand on passe des moments à côté d'eux, nos grands-parents, nos grands-oncles, etc., nos grandes-tantes, on revient tous avec des sagesses magnifiques. Alors, pour plus d'informations, vous allez sur ma page La Maison du Bonheur. Et si vous voulez voir les vidéos qu'on a fait dernièrement, donc c'est sur ma page YouTube aussi La Maison du Bonheur. Avec moi ce soir, comme toujours, notre charmante Fatem Zahra Bensal qui m'accompagne et qui croit en ce projet et qui m'a toujours soutenue. Elle m'a prêté aussi bénévolement sa plateforme Zoom. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'aide énormément. Elle revient aussi avec la traduction pour que le message arrive à tout le monde, même en arabe quelquefois, parce que moi, l'arabe, j'ai des difficultés avec. Alors, merci beaucoup Fatem Zahra, je tiens à te remercier. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui sont dans les coulisses. Ils n'apparaissent pas, mais ils sont derrière moi et ils m'encouragent, comme notre chère Maria Bishra, Firdaus Ktani et toutes les belles âmes autour de moi. Alors, ce soir, avec nous, un invité magnifique que j'aime beaucoup, c'est Mohamed Fdel, qui est psycho-énergéticien, mais je vais vous faire quand même une petite présentation de Si Mohamed. Donc, Mohamed est ingénieur du corps des ponts et chaussées. Après une carrière de 20 ans partagée entre des postes de responsabilité dans l'administration et les établissements publics, et un parcours de consultant au niveau national et international,
il décide de s'orienter vers le coaching pour en faire son nouveau métier. Depuis, il est devenu psycho-énergéticien, praticien en constellation familiale, Reiki, Theta Healing. Il accompagne des individus et des groupes pour partager ses convictions et surtout pour accompagner des humains vers une autonomie émotionnelle afin de gérer ses interactions professionnelles et privées en toute conscience. Alors, bienvenue, c'est Mohamed. Je vais te laisser la parole et tu vas un peu nous expliquer d'abord la psycho-énergétique et surtout comment comprendre notre corps. En fait, comment comprendre les messages qu'il nous envoie. Ça peut être les émotions, ça peut être des maladies. En fait, je vais te laisser expliquer tout ça et on reviendra après avec des questions. Inch'Allah. Bonsoir tout le monde. Merci Najia pour cette invitation et ce partage que tu ouvres à cette population spéciale, riche, comme tu as dit, de toute la sagesse qu'elle a vécue. Donc, la psycho-énergétique est une technique thérapeutique, en fait, qui consiste à travailler sur la globalité de l'humain, autant son corps que son esprit. Donc, quand on fait de la thérapie énergétique, on ne traite pas ce qui est maladie à part, on ne traite pas ce qui est ressenti émotionnel de l'autre côté. Pour la psycho-énergétique, comme d'ailleurs pour plusieurs techniques et outils aujourd'hui, et même la médecine tout récemment, l'humain est un tout, indivisible. Donc, on ne va pas traiter le poumon tout seul, le foie tout seul, etc. Nous nous orientons plus vers une vision unique et globale de l'individu pour que et son corps et son esprit soient en harmonie pour qu'il puisse être dans son bien-être. Alors, de là, la psycho-énergétique, en fait, est une technique qui revient plus au passé. Donc, en psycho-énergétique, c'est le thérapeute qui raconte l'histoire, pas le patient. Ça veut dire que le thérapeute psycho-énergéticien a, suite à un contact énergétique avec la personne, a accès à son passé et donc il peut lui raconter son histoire, celle qu'il connaît ou celle qu'il ne connaît pas. Et il peut même remonter jusqu'aux choses qui appartiennent aux parents, père ou mère. On a tous des héritages, conscients ou inconscients. Et dans ces héritages inconscients, il y a beaucoup de choses qui conditionnent notre vie, mais pour lesquelles nous n'avons pas nécessairement de conscience ou de connaissance. Et donc, on finit par ne pas les ignorer jusqu'à ce qu'ils se manifestent devant nous à travers soit un état d'être, soit une maladie. Et là, on prend conscience de ce qui nous arrive et donc on peut le traiter. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est le lien entre la maladie et ou comment écouter son corps et ressentir ces messages. En fait, juste pour cadrer la chose, je vais donner la définition que Samuel Hahnemann, qui est le créateur de l'homéopathie, je pense que tout le monde sait ce que c'est que l'homéopathie, qui est une technique thérapeutique basée sur, enfin, médicale, entre guillemets, basée sur le fait de donner juste l'élément actif du médicament sans le dosage du médicament. Ça veut dire, si je veux prendre un antibiotique, je vais prendre l'élément actif, je vais le diluer dans une grande masse d'eau et récupérer juste l'information médicale qui est contenue dans cet élément actif. Et dans la théorie de l'homéopathie, lorsque le corps reçoit l'information de l'antibiotique, il considère qu'il a déjà l'antibiotique dans son corps et il commence à traiter la maladie comme si le médicament était là. Beaucoup de gens y croient, beaucoup de gens la pratiquent. Il y a beaucoup de médecins qui utilisent l'homéopathie, bien qu'elle ait encore du mal à s'installer dans les systèmes d'assurance en Europe et ailleurs. Au Maroc, elle ne l'est pas du tout, ce n'est pas des médicaments reconnus. Mais bon,
le fait est que nous fonctionnons tous avec des messages. Donc, Samuel Hahnemann, comment il définit la maladie? Il dit la maladie commence quand on justifie par des facteurs extérieurs le malaise intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute manifestation dans notre corps a une raison intérieure, qu'elle soit d'ordre physiologique ou psychologique, mais la maladie m'appartient. C'est-à-dire même quand j'ai un facteur exogène, si je tombe malade, c'est plus parce que ce facteur exogène est venu contacter quelque chose en moi qui a fait que je tombe malade. Je donne un exemple tout simple. Nous pouvons être deux personnes en contact de quelqu'un qui a le virus de la grippe, banal. Alors, ou plusieurs personnes en contact avec quelqu'un de malade, il y a des personnes qui vont être contaminées et d'autres qui ne le seront pas. La différence est que ceux qui ont subi la maladie après contact avec la personne contaminée ont une prédisposition à tomber malade par la grippe, contrairement aux autres qui ne sont pas tombés malades. Il y a le système immunitaire qui est lié à la structure interne, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Et aujourd'hui, si on doit parler du lien entre la maladie et le bien-être, moi j'adore une phrase qui dit si tu écoutes ton corps lorsqu'il te chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose dans notre vie a une naissance, a un message. Donc les petites maladies sont des messages. Les petites manifestations comme urticaire, comme allergie, comme réaction sont des messages. Les petites tensions sont des messages. Et donc, si j'entends ou là j'écoute bien mon corps, le message, il fait appel à quelque chose, à un incident, à un traumatisme, à quelque chose qui vient du passé. Et donc, je me demande pourquoi j'ai ça. Et quand je me pose la question, j'arrive à trouver le lien si j'ai une bonne relation à mon corps. Sinon, je consulte quelqu'un qui puisse faire le lien. Alors, pour parler des maladies, par exemple, qui sont les plus récurrentes, je vais juste donner mon exemple, bien que ça parle plus de transgénérationnel, mais c'est un exemple qui, pour moi, a été la voie de la transformation et qui m'a mené dans ce métier de psycho-énergétique. Moi, j'étais asthmatique de 23 à 47 ans. Et j'étais sous traitement de fond. Je prenais des médicaments matin et soir que j'inhalais. J'avais de la ventoline toujours dans mes poches, une à droite et une à gauche au cas où l'une des deux se termine. Et donc, je vivais dans l'atrocité des crises d'asthme qui me réveillaient à 2 heures du matin avec des paniques, etc. Donc, quand j'ai fait la formation sur les constellations familiales, le prof nous a dit parlez-moi d'un problème de votre vie, on va le relier à votre histoire et à votre vécu, et on va vous dire pourquoi vous souffrez comme ça. Et j'ai posé la question, n'importe quel problème, physique, psychologique, il m'a dit n'importe quel problème, quelle que soit sa nature, posez-le et on va le relier à votre histoire. Et comme l'asthme me dérangeait dans ma vie, j'ai posé l'asthme comme mon problème principal. Et le monsieur a commencé à rigoler tout de suite en disant mais c'est simple, en lui ayant raconté ma vie un peu, est-ce que c'était mes parents, mes grands-parents, il m'a dit mais ça c'est quelque chose qui te vient du passé, que tu ne vis pas. Et donc tu devrais reconnaître cette caractéristique qui te vient de ta famille pour dépasser ton asthme, parce que c'est quelque chose qui se manifeste contre toi intérieurement. Moi, j'ai rigolé, je lui dis, je suis ingénieur, je suis consultant. Tu me dis une phrase comme ça, pour moi, c'est de l'aberration ou c'est du non-sens, parce que je ne vois pas le lien entre ce que je suis et ce que étaient mes parents, là, mes arrière-grands-parents. Et après, j'ai fini par lui poser la question, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il m'a dit, juste accepte. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire c'est depuis mars 2011 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus utilisé de médicaments pour mon asthme, je n'ai plus eu de crise d'asthme. Et donc, je me suis mis sur ce chemin
pour faire le lien entre la maladie et les causes qui la génèrent. Et donc, je continue là-dedans en faisant le lien entre les mal-être, les maladies et le vécu que nous avons dans notre histoire personnelle ou celle de nos parents. Alors, chaque type d'émotion, comme je vous l'ai dit, le corps est uni et unique. Il est lié, solidaire. Et donc, quand on est malade quelque part, ça veut dire qu'on peut être quelqu'un qui a des problèmes d'asthme ou de respiration. Bah, la respiration, c'est lié à un cumul de tristesse qui dépasse la capacité de digestion des émotions de la personne. Quand on a des problèmes de goitre, de pharyngite à répétition ou d'angine, c'est des émotions qui ne sont pas exprimées. Ça veut dire que c'est une personne, d'ailleurs l'expression populaire est toujours significative quand nous nous exprimons sur un sujet. On dit « ça m'est resté de travers de la gorge » ou « là au travers de la gorge ». Ça veut dire que c'est un mot qui n'est pas sorti. Et quand il ne sort pas, ben, il se manifeste sous forme de maladie de la gorge. Pareil, quand on parle dans notre langage marocain, quand quelqu'un m'énerve, on dit « tartqliya al-marrara » ou « la tartqliya al-kibda ». Ça veut dire que le siège de la colère, et ça c'est connu dans la médecine chinoise, le siège de la colère, c'est la vésicule biliaire et le foie. Et donc chaque type de maladie est lié à un type d'émotion qui le traduit. Les intestins, c'est en général des peurs archaïques. Donc les gens qui ont beaucoup de gaz ont un sentiment de sécurité et des peurs qui sont rattachées à leur vie, et donc ça se manifeste comme ça. Les reins aussi sont responsables de peur. Et donc, les douleurs, il y a même un livre qu'un thérapeute qui s'appelle Michel Oudoul a écrit et qui s'intitule « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Ça veut dire que chaque manifestation dans notre corps est liée à une cause émotionnelle quelque part. Alors, la causalité, d'où elle vient? Dans le système ancien, on va dire entre guillemets, ça veut dire dans la médecine, même Aristote le disait, il disait, on ne peut pas guérir le corps sans guérir l'âme, parce que tout passe à travers l'âme pour guérir le corps. Les médecines traditionnelles chinoises, c'est pareil, asiatiques et même amérindiennes, toutes ces techniques ou ces sciences entre guillemets telles qu'on les connaissait se basaient sur le tout uni. Ça veut dire mon corps et mon esprit ne font qu'un, et l'un influence l'autre en fonction de mon état. Ça veut dire quelqu'un qui est anxieux ou là angoissé, il va avoir des problèmes d'estomac parce que c'est relié. Et donc chaque manifestation, quelqu'un qui a par exemple le psoriasis, qui est une maladie de peau, on ne lui trouve pas une explication médicale, on ne connaît que sa manifestation, comme beaucoup de maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ou la fibromyalgie. Mais en général, en énergétique, on fait le lien. Pour toutes les maladies auto-immunes, on dit que c'est une énergie retournée contre soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne fonctionne en décalage par rapport à sa nature intérieure. Et donc, ça crée une sorte de dissonance entre ce que je suis et ce que je vis. Et mon corps m'envoie des messages, mais je ne l'écoute pas la première fois, je ne l'écoute pas la deuxième fois. Et à force de ne pas l'écouter, il finit par crier pour que je l'entende. Il m'arrive d'accompagner dans les associations des femmes atteintes de cancer. Et certains types de cancers sont des maladies auto-immunes. Et en général, quand tu vois l'histoire de la personne, bah, tu constates que finalement, c'est quelqu'un qui ne vit pas, quelqu'un qui consacre sa vie aux autres et qui se fait toujours passer en dernier, ou
une femme qui passe sa vie avec un homme, mais elle se dit à chaque fois qu'elle n'aime pas, ou là avec lequel elle n'est pas à l'aise, et à chaque fois elle se dit, معليش نصبر على الوليدات, معليش, je vais faire ça, c'est pas grave, je vais tenir un coup pour les enfants. Et donc, cette personne fonctionne tellement en dissonance qu'elle ne se donne aucune valeur, qu'elle s'épuise physiquement, et son corps finit par lâcher en lui disant, mais c'est pas cohérent, c'est pas normal que tu t'épuises autant pour des gens qui ne le valent pas nécessairement, et donc ça envoie un message très fort, comme le cancer. Donc, grosso modo, c'est ce lien entre ce que je suis, ce que je vis, et comment je fonctionne qui crée chez nous des dissonances. Alors, dans la structure énergétique, comment on visualise la personne, on dit que l'humain est divisé en 3 niveaux de décision. Ces 3 niveaux, en fait, en psycho-énergétique, tout part de l'émotion et il se traduit dans le corps après comme une réaction. Parce que l'émotion n'a pas d'ustensile où s'exprimer, elle s'exprime dans le corps, et donc ce que nous vivons dans nos corps, en fait, c'est juste des réactions par rapport à des émotions ou à des traumatismes non digérés. Dans la structure telle qu'elle est définie, on dit, aujourd'hui la science l'a démontré, qu'au niveau des intestins, nous avons un système neuronal qui fonctionne de façon autonome. On n'entend plus. On a perdu Si Mohamed là. Je crois que c'est un problème de connexion. On va attendre un petit peu. Oui, exactement. Ouais. Je crois que ça doit être un problème de connexion, là, c'est sûr. On ne le voit plus, il y a qu'à Fatem Sam. Non, ما بقاش كيبان. Je pense que c'est un problème de connexion, il va revenir. Bonsoir à toutes. Moi, je le vois encore. Non, on le voit. Ah, elle est partie. Oui, c'est vrai. Là, il est parti. Oui. Moi, je le voyais, mais il est parti maintenant. Non, il revient. Voilà, il revient. Il est là. Mais sans la voix. Sans le sang. C'est dommage, on était en plein dedans. Ouais. Là, c'est bon? C'est bon. OK. Voilà. Je suis désolé, un problème technique encore, la connexion. Donc, je disais que le système humain est décomposé en 3 niveaux de digestion des émotions. Nous avons les tripes, donc les intestins et tout ce qui va avec, qui sont le siège de la foi et de la peur. Quand je dis la foi, ce n'est pas dans son sens religieux du terme, c'est dans son sens spirituel beaucoup plus large, où je crois à quelque chose qui me porte. Ça veut dire quand on a la foi en quelque chose, cette chose est là parce qu'elle m'a créé et elle va m'accompagner. OK? Donc, quel que soit le type de religion que nous avons, quel que soit le type de croyance que nous avons, nous croyons à un idéal qui nous porte. Donc, la foi, c'est se sentir porté par cette entité que, par exemple, un Japonais ne croit pas, on n'a pas de religion, mais il croit en un grand tout qui gère cet univers. Nous parlons d'Allah, les chrétiens parlent de Dieu ou là des dieux, mais chacun a fondamentalement une foi en quelque chose qui est censé le protéger et le porter. D'ailleurs, dans notre religion, Dieu, en arabe,
il y a Rabb. Ou Rabb, dans sa traduction linguistique, c'est celui qui veille sur la chose et qui la fait grandir. Rabba ay kabbara wa namma. Ça veut dire que lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné de quoi nous nourrir, de quoi nous protéger, de quoi nous vêtir, de quoi nous... Et ce qui a fait que finalement, nous avons pu continuer et arriver jusqu'à 7 milliards aujourd'hui de terriens parce que justement, nous avons ce créateur-là qui a créé l'univers en entier. Et donc, nous sommes dans un système qui est sécurisé par la présence, dans notre vision, de Dieu. Et donc, avoir la foi, c'est quoi? C'est avoir un sentiment de sécurité. En arabe, la foi se traduit par le mot l'iman, ou l'iman lughatan huwa al-yaqin wa al-itma'nan. Ça veut dire que la foi se traduit par la notion de deux mots, sécurité et certitude. Je suis sûr que je suis en sécurité. Quand j'ai la foi, je suis plein de certitude que je suis porté et donc je n'ai pas à souffrir des choses. Et ce siège au niveau du ventre, il est à la fois, comme c'est un vase, la base du vase, elle est soit pleine de foi, soit pleine de peur. Parce que l'absence de sécurité est équivalente à la peur. Donc, la peur chasse la foi et la foi chasse la peur. Et donc, quand on a la foi, quand on se sent protégé et sécurisé, on se sent en sécurité. Arrivé au niveau du cœur, le cœur se sent en sécurité et donc il s'ouvre à tout le monde. Et donc, je n'ai pas de préjugés, je n'ai pas de jugement, j'adopte tout le monde, je prends tout le monde dans mon cœur et je suis sûr que les bons vont rester dans mon cœur et les mauvais vont partir d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, il y a de la lumière et les gens qui sont mauvais ne tolèrent pas la lumière. Et c'est après que le cerveau reçoit des instructions d'ordre analytique, comme le calcul, comme combien on doit dépenser, comme les recettes et les dépenser. Donc le cerveau, en fait, n'est fait que pour les calculs, ce qui est analytique, ce qui est logique. Et tout le reste émane de nos certitudes, de notre intuition, de notre façon de croire en des signaux hors les sens communs que nous avons. Et quand nous ouvrons ces sens, nous avons contact avec des choses profondes. Donc, une émotion forte, lorsqu'elle est digérée par la foi, elle est acceptée. Okay? Et donc, quand en fait, les tripes renferment une sorte de broyeur d'émotions. Donc, quand je reçois l'émotion à ce niveau-là, au niveau de la foi, j'accepte. Ça se traduit par, la digestion se traduit par exemple, si je prends le deuil comme émotion forte, si elle arrive par l'acceptation, l'acceptation induit un peu de tristesse et le cerveau finit par reconnaître le départ de la personne et à lui trouver une place dans sa vie ou dans ses souvenirs ou autre. Quand ça arrive directement au niveau du cœur, c'est une forte tristesse qu'on a du mal à dépasser, on peut déprimer, etc. Et on a du mal à sortir de cette tristesse. Et donc, on est presque dans un déni après pendant une longue durée. Quand la même émotion du deuil arrive au niveau de la tête, c'est le déni total. Et donc, on vit dans la non-acceptation et ça crée un dérèglement psychologique, physiologique. Donc, non seulement on est triste, mais on devient déprimé, on n'a plus envie de rien du tout, on pleure tout le temps et nous avons un mélange d'émotions qui nous gère. Pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau ne sait pas traduire ce que c'est qu'une émotion. Donc, nos maladies, la plupart de nos maladies sont des traumatismes psychologiques qui n'ont pas été digérés par le bon appareil. Et donc, quand je reçois une information dans la tête, elle est faite pour ce qui est logique. Donc, dès que quelque chose sort de la logique, elle n'arrive pas à la traduire. Et qu'est-ce qu'il fait, le cerveau? Il traduit l'information émotionnelle en un signal chimique, hormonal, électrique. Il va bousiller un organe. D'où le problème d'asthme et de respiration chez les gens qui sont tristes.
d'où le problème d'estomac chez les gens qui ont des angoisses, d'où le problème d'intestin chez les gens qui ont des peurs, et on va même au-delà dans le sens où même les manifestations physiques au niveau côté gauche ou la côté droit sont liées au masculin ou là au féminin, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, selon l'endroit qui nous fait mal dans notre corps. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a Michel Oudoul qui a fait un grand livre qui est une des références dans le domaine et qui était thérapeute. Je vous ai dit, le livre s'intitule « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et beaucoup de livres sont sortis après pour relier ce que nous vivons avec notre corps. Les maladies auto-immunes chez l'enfant aussi, la plupart sont justifiées par un non-désir chez les parents de ne pas l'avoir, y compris les troubles de l'attention, c'est pareil. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent justement parce que nous n'avons pas compris ce qui s'est passé dans notre vie. Et donc, ça se complique au fur et à mesure. Et quand on ne s'écoute pas, quand on fonctionne en décalage avec soi-même, ben, on finit par se faire entendre par le corps qui va crier davantage. Bon, j'espère que cette introduction était claire. Et je suis là pour approfondir pour ceux qui veulent poser des questions ou qui veulent voir un cas spécifique. Donc, je vous écoute. Je pense que c'est Najia et Fatem Zahra qui vont gérer cette partie-là. Et moi, je suis à l'écoute pour entendre et écouter vos questions. Mais j'espère pouvoir y répondre en live. Merci, Sidi Mohamed, c'était clair, comme tu as dit. Donc là, on attend vos questions. Bonsoir Najia, je peux poser une question au professeur? Bonsoir Fatiha. C'est Dia. Alors, c'est Dia qui est avec moi là? Oui, c'est moi. Ça va Dia? Ça va, alhamdoulilah. Et vous allez bien? Ça va, je te remercie. Donc, vas-y, tu peux poser ta question. Merci. Voilà. Ben justement, moi, j'ai toujours eu des problèmes de peau. Et quand je vais chez mon dermatologue, eh ben, c'est automatiquement des corticoïdes. Après, ce sont des crèmes que je dois mettre le matin, le soir et tout. Et ces derniers temps, effectivement, j'ai remarqué que c'est vraiment en relation avec mon état d'angoisse. Bon, dernièrement, j'ai perdu mon oncle. Eh ben, c'est tout mon visage qui déclare la guerre. Et maintenant, j'aimerais bien demander au professeur s'il peut nous donner des petites recettes. Comment on peut faire pour régler ce genre de problème-là? Vous avez parlé aussi de peur archaïque et qui se manifeste par des gaz au niveau des intestins. Moi aussi, j'en souffre. Et je sais que j'ai des peurs archaïques, c'est-à-dire qui remontent à des années. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous nous donniez quelques petites recettes. Je ne sais pas comment faire pour résoudre ce genre de problème. Et est-ce qu'on peut le faire seul? Oui, mais bon, je vais à la réponse, Najia, ou là, on regroupe les questions? On fait question par question? Oui, vas-y, c'est moi. OK. Alors, les problèmes de peau sont de deux natures. Soit des maladies de séparation. Ça veut dire que j'ai été séparé à l'enfance d'une personne qui m'était très chère sans comprendre pourquoi, et ça se manifeste comme ça. Le deuxième lien, c'est la proximité avec des personnes que je ne désire pas. Ça veut dire que je suis forcé, c'est une sorte d'allergie à la personne. Donc, on a les deux possibilités selon les cas. La peur chez vous, elle est plus liée à l'histoire de votre maman, pas la vôtre. Et donc, vos peurs archaïques, votre peur archaïque, elle est plus liée à l'histoire de votre maman. Et voilà, et votre sentiment d'insécurité, il vient plutôt de là. Je pense, ou là, je présume qu'elle a grandi orpheline ou quelque chose comme ça. Parce que, ou ses parents. Voilà. Elle a perdu son père très, très jeune. Et moi, voilà, j'ai vécu le deuil de ma mère, j'ai vécu tout ça, oui, effectivement. Oui, mais votre histoire remonte à votre maman, en fait, dès enfant, en fait. Elle a grandi dans un… Le père est le symbole de la sécurité dans la famille. OK?
La maman est le symbole Ouais. de l'affect et le père est le symbole de la sécurité. L'absence d'un père dans un système fait que l'enfant qu'elle a été ne se sentait pas en sécurité. Et donc, l'absence du père ne lui a pas appris le fait de se sentir en sécurité. Et comme vous avez grandi et que vous étiez très attaché à elle, bah, vous avez absorbé toute son énergie et vous avez vécu dedans parce que vous vouliez la sauver, mais la Et je démarche n'était continue pas... à le faire. Oui, mais la démarche n'est pas la bonne. En fait, dans Effectivement. ce genre de choses, moi, je prône une chose. Donner l'amour au lieu de prendre la détresse. Donner l'amour au lieu de prendre de la détresse. Ça veut dire, si à chaque fois que je vois quelqu'un, je dois souffrir avec lui, je ne finirai jamais de souffrir parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans cet univers. Alors, comment faire? C'est que je me recentre sur moi, sur ma foi, sur ma spiritualité, je ne sais pas comment. Il y a une technique. La technique du recentrage, c'est pour les femmes, c'est encore plus facile que les hommes. C'est sentir que vous êtes enceinte de vous-même. Et la manifestation physique de cela, c'est que vous sentez une contraction au niveau des abdos. Et dès que vous sentez que vos abdos sont contractés, ça veut dire que vous êtes connecté à vous-même. Et là, vous centrez, vous sentez votre corps. Et donc, quand vous êtes en contact avec quelqu'un d'autre, chaque fois que quelqu'un change votre état d'âme, ça veut dire, normalement, quand je me centre, je sens mon corps et je sens toutes mes émotions. Est-ce que je respire normalement? Est-ce que je n'ai pas la gorge nouée? Est-ce que j'ai le cœur qui fonctionne normalement? Est-ce que mon ventre va bien? Et donc, je fais presque un check de ce que je suis. Et donc, à chaque fois que je croise quelqu'un, ou là même quand je veux aller voir ma mère, si je change d'état d'âme, ça veut dire que l'émotion que je vis ne m'appartient pas. Et donc, il y a deux techniques. Soit me recentrer sur moi-même et l'évacuer, soit visualiser ce malaise que j'ai pris chez l'autre. Je le mets dans un sac, je visualise la personne en face de moi, comme dans un film, et je lui rends son sac en lui disant ce sac t'appartient et je l'ai pris par erreur. Bon, je suis un peu rapide, je suis désolé dans la réponse, mais c'est surtout par rapport à ça que ça fonctionne. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, ça va demander un tout petit peu enfin un peu plus d'exercice, mais l'essentiel est là. D'accord. Voilà. Et très clair même. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonsoir. Toi? C'est Madame Beija de Marrakech. Oui. Je voulais vous poser une petite question, enfin une grande question. C'est que depuis des années, je souffre de ballonnement et d'acidité à l'estomac. Donc, apparemment, d'après ce que vous avez dit, cela vient de la peur. Donc, c'est vrai que de plus en plus… l'angoisse, oui, effectivement. L'angoisse. Donc, depuis à peu près une dizaine d'années, la peur, elle a augmenté. Je n'arrive plus à monter ni dans un avion, ni dans l'ascenseur, ni rien que le fait de penser que je vais monter dans l'avion ou aller demander un visa. Alors là, c'est la panique totale pour moi. Et ça a empiré. Je ne peux plus conduire de voiture. Ah, carrément. Okay. Ouais. Là, j'ai une peur incroyable. Ouais. Et les ballonnements, ils continuent. Des fois, mon ventre, il gonfle. On dirait que je suis enceinte de 6-7 mois. Oui. Alors, chez vous aussi, c'est votre maman, mais il y a plus de somatisation que de réelle peur. Vous avez plus un deuil qui n'est pas réglé, qui vous pèse le plus. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de récent ou là, c'est vieux. Vous dites depuis 10 ans, vous avez des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? C'était la séparation avec mon mari. C'est le divorce. Un divorce très difficile. Ok, mais voilà. Ok, mais vous n'avez pas de maladie auto-immune à part les intestins? Il n'y a pas de… J'avais un problème avec la vésicule, mais quand j'étais jeune, donc il y a eu ablation de la vésicule à l'âge de 16 ans. D'accord. Bon, là, j'ai…
Écoutez, chez vous, il n'y a rien de profond, vraiment. C'est plus regarder positivement les choses. Vous voyez, vous vous conditionnez plus par votre tête que par autre chose. D'accord, c'est C'est-à-dire, vrai. c'est plus un recentrage vers votre intuition. Vous êtes une femme d'amour. Ça veut dire que vous aimez les gens, vous aimez partager, vous aimez vivre les C'est vrai. choses. C'est vrai. Mais faites-le spontanément, sans vous poser de. En fait, il y a un léger manque de confiance vis-à-vis des gens chez vous, qui est dû à un sentiment d'abandon léger. C'est pas très fort chez vous, donc vous pouvez juste vous laisser guider par votre intuition. Elle connaît mieux le chemin que votre tête. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et pour dépasser le problème de ballonnement, c'est le même exercice. C'est le recentrage dans le ventre, comme tomber enceinte de vous-même. OK? Et vous nourrissez l'enfant que vous avez été. Si vous avez le souvenir de vous perdu ou n'ayant personne à qui parler, c'est aujourd'hui l'adulte chez vous qui va parler à cet enfant que vous étiez et qui n'a pas trouvé d'interlocuteur, en fait. Et maintenant, vous lui parlez avec amour en lui disant, vous dites à la petite en vous que vous êtes là pour l'accompagner, pour la rassurer et pour lui donner tout ce dont elle a besoin, notamment l'amour. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je vous en prie, Léla. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, merci, c'est Mohamed. Donc, on prend une autre question s'il y en a. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Marwa Fethi, j'ai 17 ans. Je suis une étudiante en première année psychologie. Oui. Depuis des années, plutôt 3 à 4 ans, j'avais des problèmes de respiration. Et quand je suis venue en France, j'ai décidé d'aller faire une radiographie pour savoir mon état. Et après, je me suis rendu compte que j'avais un peu d'asthme. Donc maintenant, je suis sous traitement de ventoline. J'ai même des bouffées de chaleur. Bon, le problème, c'est plus concernant la respiration, l'étouffement. Et genre, vraiment, je souffrais de ça depuis 3-4 ans. Et je trouve même pas pourquoi je souffre de ça. Oui. Alors, bon, il y a deux choses chez vous. Ok. C'est que vous portez votre maman. Ça veut dire la tristesse qui vous habite est celle de votre maman. Elle est vivante, votre maman? Oui. Oui. Mais c'est juste que vous la portez. Votre maman est quelqu'un de triste, quelqu'un qui a le cœur un peu serré. Et donc, c'est juste que vous vivez les émotions de votre maman parce que vous êtes quelqu'un d'empathique, en fait. Dans votre nature, vous avez une nature empathique. Un peu trop. J'avais choisi mes études en psychologie. Voilà, vous êtes un peu trop empathique et donc vous ressentez la douleur là où elle est et vous avez porté votre maman depuis enfant, c'est pas récent. Le deuxième aspect, c'est que vous avez quelque chose de spécial, ça veut dire vous avez une fréquence un peu spécifique. C'est bien que vous soyez dans la thérapie en psychologie parce que vous êtes faite pour aider les autres en fait. Et donc, le fait que vous soyez dans ce créneau va vous aider à dépasser les deux. Et quand vous apprendrez à gérer vos émotions toute seule, faites l'exercice dont j'ai parlé tout à l'heure à la dame tout à l'heure, c'est que vous imaginez votre maman en face de vous. C'est comme si vous prenez vous prenez toute la tristesse que vous avez dans votre poitrine et puis vous la remettez à votre maman en lui disant, en fait, pourquoi j'en parlais, je le dis avec autant de facilité, parce que ce que nous ne savons pas, c'est que quand nous prenons la douleur ou le traumatisme de quelqu'un d'autre, nous ne le débarrassons pas de cette douleur. Nous prenons juste une copie. Okay. Donc, vous avez toute la tristesse de votre maman, mais elle l'a gardée entièrement. La responsabilité de la souffrance de ma mère, c'est ça? Voilà, mais bon, au-delà, un enfant, quelle que soit sa nature, veut sauver ses parents. OK? C'est juste qu'à l'adolescence, nous avons deux ou trois options. Nous avons ceux qui restent empathiques et donc continuent à souffrir avec leurs parents.
Ceux qui font le yo-yo, une fois ils sont OK, ils sont un peu OK. Et ceux qui ont choisi de vivre dans leur tête en se coupant totalement de leurs émotions, qui vivent dans leur ego, mais qui ne connaissent pas les émotions, ni joie, ni joie excessive, ni tristesse excessive. C'est ce qu'on appelle dans le jargon populaire quelqu'un de froid. Ça veut dire on est en face de quelqu'un qui n'exprime pas, qui n'a pas d'émotion. C'est juste quelqu'un qui se protège des émotions fortes qu'il a dans son système, et donc il continue à ne pas vouloir souffrir pour les autres, parce qu'adolescent, il a remarqué que quand il était à l'extérieur, il s'amusait, rien ne le dérangeait, et quand il revient à la maison, ben, il prend toute la douleur de la maison, et là, il fait le constat que finalement, cette douleur, elle est localisée, et donc il commence à aller dans sa chambre, à prendre de l'écart, et vous n'avez pas été dans ce schéma, et c'est pour ça que vous continuez à porter votre maman. Mais l'idée est juste de savoir qu'il vaut mieux, c'est ce que j'ai dit à la dame tout à l'heure, il vaut mieux donner son amour que prendre la détresse. Ça veut dire vous laissez la tristesse à votre maman, et votre sourire à vous peut guérir la tristesse de votre maman au lieu que vous soyez toutes les deux porteuses de cette tristesse. D'accord. Okay. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Merci, Mohamed. Donc, on va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question. Bonsoir, Najia. Donc, c'est Fatih Hamzouar. Bonsoir, oui. Professeur. Bonsoir. Là, Tabarakallah alik, je salue votre intervention. Mais là, moi, j'étais vraiment surprise par ce que vous avez dit, comme quoi toutes les maladies ont un lien émotionnel. C'est lié aux émotions. Et je veux m'assurer sur ça. Est-ce que vraiment toutes les maladies sont liées, ils ont des liens avec des émotions? Il n'y a pas de lien avec des défaillances organiques ou je ne sais pas quoi. Parce que moi, j'ai une maman qui souffre d'asthme, parce que là, je revois cette maladie qui vient. Ça touche très bien la plupart des gens. Mais là, j'ai une maman, c'est Najia la connaît, elle est joyeuse, elle a passé une enfance agréable, elle est adorable. Mon papa vient de partir, donc elle était en couple bien longtemps, elle s'aimait et tout. Et elle est née à Marrakech, elle n'avait pas d'asthme. Mais quand elle est arrivée à Rabat, et là, l'asthme s'est manifesté. Donc, elle a une allergie par rapport au froid. À chaque fois qu'elle a froid, elle a cet asthme qui se manifeste. Mais vraiment, elle est joyeuse. Ce n'est pas quelqu'un qui prend sur elle ou là, qui est triste. Najia la connaît, elle chante tout le temps, elle est adorable. Donc, elle a une maman aussi, parce que vous voulez dire que ça vient de la maman. Et j'ai ma grand-mère qui a la même chose. Donc, je n'arrive pas à comprendre si c'est vraiment lié qu'à l'émotion ou il y a des exceptions. Non, il y a des maladies qui sont liées à des défaillances organiques, je ne sais pas, un comportement. En fait, la défaillance organique n'est là que parce qu'il y a une raison. Oui. Alors, par exemple. Dans le cas de votre maman, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'étais asthmatique aussi. Okay. Mon pneumologue me disait c'est une maladie à vie. Et le diagnostic fonctionnel, il me disait rétrécissement des voies respiratoires. C'était le bilan que j'avais à chaque fois. Ça veut dire je soufflais dans un appareil et il me dit rétrécissement des voies respiratoires, il n'y a pas moyen de l'éviter à part en prenant des corticoïdes. Okay. Mais dans toute maladie, il y a une analyse causale. Okay. Pourquoi votre maman est la seule ou une des personnes sur Rabat qui ont l'asthme, mais tous les Rabatais n'ont pas l'asthme? Oui, je sais. Moi aussi, je suis rabatée, que je viens sur Rabat, je n'ai pas d'asthme. Donc, le fait que ça soit lié à Rabat n'est pas nécessairement la cause principale. Vous voyez? Non, c'est-à-dire une ville où il y a l'humidité. Oui, mais c'est pas la raison. C'est un facteur amplifiant, on peut dire, mais c'est pas le facteur principal.
La cause, elle est toujours dans ce que nous avons vécu. Votre maman, c'est vrai qu'elle est joyeuse parce qu'elle a une spiritualité d'acceptation. Ok, c'est quelqu'un qui accepte la vie comme elle est. C'est juste qu'elle a une tristesse. Même si c'est une femme joyeuse, elle est habitée par une tristesse et un sentiment d'abandon qui sont très présents chez elle, qui lui viennent de sa mère. Et donc, bon, j'aime pas rentrer dans beaucoup de particularités individuelles dans des choses comme ça. Mais bon, il y a des deuils de frères de sa mère qui ne sont pas réglés, tu vois. Elle est venue après un frère qui est décédé peut-être. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a un peu de détails à creuser dans le sens de la tristesse de la maman et qui font ce qu'elle a. Mais après, c'est au cas par cas et vraiment dans l'analyse du parcours de vie de la personne qu'on identifie les causes réelles de la maladie. Mais c'est presque systématique. Je dirais même que c'est systématique. La maladie. D'ailleurs, quand je reprenais le créateur de l'homéopathie, Samuel Hahnemann, il a dit, et je ne sais pas si vous étiez là au début, il a dit la maladie commence quand on justifie par des facteurs extérieurs le malaise intérieur. Ok? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de laquelle on n'est pas conscient et qui fait que ça se manifeste comme ça. Je vous donne juste un exemple un cas. J'ai un client qui est venu et qui a toujours eu des problèmes d'intestin. Il en souffrait. Il vient et on fait le lien avec son problème d'intestin dans l'histoire de son père. La séance d'après, il revient sans les douleurs du ventre. Et donc l'origine était toute faite et donc il ne souffre plus. Ça fait 9 mois ou plus que je l'ai vu pour la première fois. Je l'ai revu le week-end dernier. Il n'a plus de problème d'intestin. Et pourtant, c'était d'accord. Ils font des consultations chez vous alors? Oui. Ah d'accord. Je vous emmènerai ma mère. Vous êtes sûr qu'à non, au contraire, ça c'est une bonne chose. Une fois guéri, une fois pour toutes, c'est bien. Après, c'est une volonté. C'est quelle est ma volonté de dépasser ce que je suis. Parce que la plupart des gens, même pour les maladies psychologiques, quelqu'un qui n'a pas envie de solution, tu peux lui présenter toutes les solutions du monde. Et j'en ai eu au début. Il y a des gens qui viennent, ils viennent avec un rejet. J'ai vu 20 thérapeutes, mais je vais toujours mal. Il est impossible qu'aucun de ces 20 thérapeutes ne t'a pas donné ce qu'il te fallait. Mais toi, tu cherches plus un alibi que la guérison. Parce que ça fait coller la responsabilité chez les autres, ça fait un statut de facilité et de confort. Okay. Des fois, donc, vouloir changer, c'est une décision importante qui nécessite une forte conviction. Voilà. Il faut être prédisposé. Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à votre question, Inch'Allah. Oui, absolument. Et j'espère avoir l'occasion, Inch'Allah, de se voir. Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah. Au revoir. Merci, Fatima. Avec plaisir. Alors, Fatima, je crois qu'il y a des questions. Tu peux nous les lire, s'il te plaît? Bonsoir, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Bonsoir. Merci à vous. En fait, voilà, j'ai une perte d'audition. Côté gauche. Les deux oreilles. Hein? J'ai une perte. Oui. J'ai une perte d'audition au niveau des deux oreilles. Excusez-moi 2 secondes. Najia, est-ce que tu peux demander aux gens de fermer les micros parce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Oui,
Oui, mais j'arrive pas à voir le micro actif. Je pense que je l'ai désactivé d'abord. Attends, je vais juste voir. Hadir. Alors, Hadir. Voilà. C'est bon, merci. Vas-y, si Mohamed, tu peux y aller. Voilà. Je peux. Oui. D'accord. Voilà, j'ai dit que j'ai une perte d'audition au niveau des deux oreilles. Et quand je suis partie chez le médecin, on m'a dit que peut-être c'est héréditaire. Bon, je suis pas. Bon, j'ai 47 ans. Et je voudrais savoir si c'est vraiment. S'il y a une solution à part. Parce que maintenant, je porte des appareils auditifs. Et je me suis dit peut-être que c'est somatique. Surtout que notre famille a beaucoup souffert de maladies auto-immunes. En fait, ma mère, elle a une sclérose en plaques et mon petit frère, il a une spondylarthrite ankylosante. Donc voilà. Merci. C'est Mohamed? Ah, on l'a perdu. C'est Zoom qui coupe le micro tout seul, c'est pas moi. Oui, je ne sais pas pour. Des fois, il coupe le micro tout seul. Bon, je disais pour la dame que c'est un peu lourd comme à expliquer. Donc, il y a beaucoup de choses dans son cas. Ce que je te propose, c'est de lui donner mon contact parce que je n'ai pas envie de creuser des choses qui soient sensibles. Donc, elle peut me contacter. Mais c'est juste que, bon, je ne vais pas être tranchant en disant tous les problèmes ont une solution. Il ne faut pas se leurrer parce qu'il y a beaucoup de conditions qui jouent. Je dis simplement qu'il y a des choses qui se règlent effectivement et il y a des choses qui prennent du temps et c'est la nature des choses. Mais ce dont je suis certain, c'est que la foi de la personne en elle-même et en la volonté divine aide énormément à traverser toutes les difficultés que nous avons dans cet univers. Ça veut dire, si on ne sait pas guérir de la maladie, on saura au moins comment mieux la gérer émotionnellement et là, elle pèse moins lourd. Donc, mon message pour la plupart des gens, c'est qu'une maladie est là et elle est venue nous annoncer quelque chose. Si on arrive à déchiffrer, à trouver la solution et à la dépasser, tant mieux. Sinon, le fait de connaître les causes et pourquoi ça se manifeste apaise ou là nous donne au moins une compréhension émotionnelle qui nous aide à mieux gérer la maladie, même quand c'est une maladie chronique. Enfin, moi, j'ai traité des cas de sclérose en plaques et les résultats se sont vus améliorer, même du point de vue scientifique, avec le médecin, avec le suivi. La personne qui ne prenait pas certains aliments a la capacité de les prendre aujourd'hui. Mais ça ne peut pas régler les problèmes indéfiniment et à 100%. C'est juste, des fois, on peut améliorer le fonctionnement, des fois, en effet, on guérit, et des fois, pas. Il n'y a pas de garantie dans la chose. C'est qu'on tente les choses, et en fonction de la conviction et la prédisposition de la personne, et en fonction de son système aussi, parce que le système, des fois, il est très, très pesant, on arrive à mieux gérer la maladie quand on ne la dépasse pas. Merci. Je vous en prie, Lala. Ok, alors on a des questions sur le chat, Najia, je vais les lire. Oui, vas-y. Ok, alors bonsoir, un grand merci pour votre intervention. Pouvez-vous donner le sens de la maladie de Parkinson côté gauche, s'il vous plaît? Diagnostic il y a 5 mois, âgé de 58 ans. Est-ce que c'est réversible et guérissable? Merci. Oui, mais ça sera la même réponse. Réversible, tout est réversible. Mais à quel degré, tout dépend de la spécificité de la personne et de comment elle traite la chose. C'est du côté gauche parce que c'est lié au côté maternel de la personne et c'est trop lourd. En fait, chez la personne qui a posé la question, en fait, la personne qui souffre,
n'a aucune visibilité. C'est quelqu'un qui a coupé ses liens avec le divin, entre guillemets. Quand je dis couper le lien avec le divin, ça veut dire qu'il n'a foi en rien. C'est des gens qui fonctionnent pratiquement à voile baissé. Aucun accès à leur lumière, ni à la lumière divine, et donc difficile d'aller de l'avant. Tout tourbillonne au niveau de la tête, et donc c'est lié à des peurs, c'est lié à beaucoup de choses. Donc, mais bon, comme je disais tout à l'heure, toutes les sciences sont là pour faire évoluer les choses. Bon, il y a beaucoup de gens qui font de la guérison, beaucoup de gens qui font de la thérapie, beaucoup de gens qui font de la médecine associée à des pratiques alternatives. Il y a l'acupuncture, il y a énormément. Tout est dans le choix de la personne chez qui on va et son degré en fait, dans ce type de choses, l'intention, la pureté de l'intention est capitale. Et donc, ressentir la personne qui est en face et voir si elle est intéressée ou pas. Tout le monde est intéressé, mais à quel degré? Et donc, pour ne pas s'embourber dans des choses qui sont difficiles, mais je pense que chaque problème a une solution. Il faut avoir de la patience pour la trouver. Ce n'est pas la porte à côté tout le temps. Il faut tenter une chose, une deuxième, et essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne pour la personne et où elle se sent surtout à l'aise. Oui, bonsoir. Ok, alors une autre question. Oui, c'était moi qui avais posé la question, en fait. Je voulais juste prendre la parole. Ouais. Bonsoir. En fait, oui, je fais de l'acupuncture, j'ai fait des soins énergétiques et tout, mais je voulais avoir votre avis sur le sens. Parce que depuis tout à l'heure, vous avez dit l'asthme, vous avez relié ça au transgénérationnel. Oui, mais ça c'est lié à… C'est ça que je voulais comprendre. Quel est le message que c'est trop de poids du côté maternel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui porte tout son système familial. OK? C'est votre maman, Yak? Oui. Non, c'est moi. Ah, c'est vous. Et vous êtes l'aîné? Oui, je suis l'aîné. Et vous êtes arrivé après un garçon qui est décédé ou là qui a eu une fausse couche? Il n'y a pas eu de fausse couche avant vous? Plusieurs. Non, pas de fausse couche avant moi. Non, c'est moi la première. Pas avant vous. Ouais. Après moi. Il y a beaucoup de douleurs là-dedans. Vous voyez, il y a beaucoup de douleurs que vous portez de votre maman. Il y a trop de responsabilités que vous portez. Vous portez tout votre système. Ça veut dire que comme si vous étiez le sauveur du monde et que chaque fois que quelqu'un a un problème, c'est vous qui le portez. Et donc tout ça, ça vous pèse. Et en même temps, votre connexion à vous-même, elle est très… Vous savez, le bon Dieu nous a donné une lumière à chacun. Oui. OK? Et c'est comme les débits Internet, en fait. Nous avons des gens qui sont à 100 mégas, à 50 mégas, à 20 mégas, mais il y a des gens qui sont à 100 mégas et qui fonctionnent avec 3 ou 4. OK? Ça veut dire que moi, je suis coupé de moi-même au point de ne plus voir où est-ce que je vais. OK? Bon, vous avez aussi un frère que vous portez. Il y a énormément de choses que vous portez. OK? Ce manque de visibilité vous empêche d'avancer d'abord, et donc vous êtes bloqué pratiquement. Vous êtes pratiquement recroquevillé sur vous-même tellement vous avez peur. Et donc, cette incapacité à aller de l'avant, à avancer, qui vous perturbe, en plus de porter tout le système. Donc, c'est vous connecter à vous-même à nouveau, en ayant la foi qu'il y a toujours une solution. Je vais vous raconter une histoire, j'espère qu'elle va vous connecter à vous-même. C'est l'histoire de quelqu'un qui est arrivé à la cinquantaine. L'histoire s'appelle L'Empreinte. Apparemment, c'est un poète argentin ou brésilien qui l'a écrite. Moi, je l'ai croisée il y a 34 ans ou 35 ans. Elle m'est restée dans l'esprit et je la trouve magnifique. C'est quelqu'un qui à 50 ans a décidé de faire le bilan de sa vie. Et donc, il a tourné la tête pour regarder le chemin parcouru.
et il s'est vu sur une plage de sable. Et pendant tout son parcours, depuis sa naissance jusqu'au jour où il a décidé de faire sa rétrospective, il a remarqué qu'il y avait 2 traces de pas, les siennes et des traces à côté. Bon, il y en avait 2, il ne reconnaissait pas les siennes des autres. Mais il y avait 2 traces de pas. Ça veut dire qu'il y avait 4 pieds en fait, pas 2. Et il avançait, et à chaque fois qu'il avançait, il voyait que pendant tous les moments difficiles de la vie, une des 2 traces avait disparu. Passé le temps de la crise, les traces réapparaissent à Outani et il y a les 4 pieds qui apparaissent, donc les 2 traces de pas. Et ça a continué comme ça pendant toute sa vie, jusqu'à la cinquantaine à laquelle il est arrivé. Et là, il se tourne vers son créateur et il dit, parce qu'il était chrétien, il dit, mon Seigneur, vous m'avez toujours promis amour et protection. Mais j'ai remarqué en faisant le bilan de ma vie que lorsque j'étais dans le pétrin, vous m'aviez abandonné et vous m'avez laissé tout seul. Et le Seigneur lui répond, mon bien-aimé, je vous ai toujours promis amour et protection. Et quand vous ne voyez qu'une seule trace de pas sur le sable, c'est que je vous portais dans mes mains. Donc, n'essayez pas de tout faire et faites-vous aider par la bénédiction divine. Regardez qu'est-ce qui vous met à l'aise dans votre vie et connectez-vous à ça. Lâchez le poids des autres et déposez-le par terre parce que vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Et sentez que vous êtes aussi faite pour être portée, pas seulement pour porter. Et donc, trouvez le moyen de vous débarrasser. Dans votre projet féminin aussi, en fait, vous mettez des blocages un peu partout et donc ça rend difficile la gestion des choses. Mais j'espère que ce message de se laisser porter vous apportera une idée de ce qu'il faut faire. J'ai commencé à le faire, mais le mettre en pratique quand on a été toujours voulu être le sauveur de... Oui, mais après, je vais vous le dire du Coran, si vous le permettez, bien que je n'aime pas insister sur le volet religieux. في القرآن الأنبياء كلهم فاش كيبغيو يدعيو أيوب قال له رب ماشي أيوب قال له ارحمني ربي ارحمني عاد وارحم والدي سيدنا إبراهيم قال له ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. Ça veut dire que être égoïste dans le sens noble du terme, parce qu'on ne peut offrir que les choses qui débordent de nous, on ne peut donner aux autres ce qu'on souhaite que lorsqu'ils débordent de nous. Et donc, si je ne m'aime pas assez, je ne pourrai jamais donner de l'amour aux autres, même si je les porte. Les porter ne fait qu'amplifier la tristesse et la douleur que j'ai en moi, que je prends chez eux. Mais le pire, c'est que quand ma maman va me voir triste ou là sombre, elle va s'assombrir aussi parce qu'elle m'aime. Et donc, nous sommes dans un système où chacun de nous contamine l'autre en essayant de le sauver et on finit par... Sauf que moi, je porte le masque, donc du coup, ça ne se voit pas, en fait. Oui, mais alors, j'ai parlé d'énergétique. J'ai parlé d'énergétique tout à l'heure. Okay. Le masque est un mensonge de l'ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous portez le masque, vous vous coupez de vos émotions, mais ça n'empêche pas les autres de vous ressentir de l'intérieur. L'énergétique, c'est une vibration que vous émettez malgré vous. Oui, ça je connais l'énergétique. Et donc, quand vous portez votre masque, quand vous portez votre masque, vous le portez pour vous-même, votre ego, mais ceux qui sont en face, ils vous ressentent comme vous êtes. Ça veut dire quand vous êtes triste, on vous ressent triste. Quand vous êtes angoissé, on vous ressent angoissé. Même si vous faites du cinéma en face, vous ne pourrez jamais mentir à votre sœur ou votre maman ou votre fille. C'est des gens qui vous ressentent et donc ce que vous croyez étant masque, c'est juste le voile que vous mettez dans vos yeux pour vous empêcher de voir toute la lumière qui est autour de vous. Donc levez le voile, il n'y a pas à mettre de masque, c'est juste que
que ça vous empêche de voir la lumière au lieu de vous protéger ou là de protéger vos émotions, vous êtes lisible à distance et tout le monde arrive à vous lire. Donc, plutôt enlever le masque pour mieux, oui, ben c'est le processus dans lequel je me suis engagée. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Fatem Zahra, tu continues peut-être les questions si on avait aussi dans le chat. On a une autre question, juste pour avancer, les questions il y a depuis tout à l'heure levé la main. Oui, oui, exactement. Bonsoir, c'est moi qui ai levé la main depuis tout à l'heure. Oui, alors d'abord, je remercie pour les paroles. J'imagine que ces paroles ont résonné, c'est-à-dire dans le cœur de toutes les personnes qui sont présentes à cette conférence. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, ma question, elle concerne la maladie d'Hashimoto. C'est une maladie auto-immune qui touche la thyroïde. Ouais. Et en fait, c'est une maladie que j'ai depuis que j'ai l'âge de 22 ans. Maintenant, j'en ai 47, donc ça fait bientôt 23 ans ou 24 ans. Et je pensais que que j'avais accepté cette maladie, qu'elle était devenue une partie de moi, que c'était devenu une sorte de compagnon de route. Ouais. Jusqu'à ce que ma fille, à l'âge de 10 à 18 ans, elle a eu la même maladie que moi. Ouais. Et puis là, j'ai vécu ça comme une sorte d'échec, en fait, ou comme un message aussi que je ne suis pas arrivée à lire. C'est plutôt un message. Voilà. C'est plutôt un message. Un message. En fait, moi, j'adore une phrase qui dit que la vie est un prof tellement bon que lorsque vous ne comprenez pas la leçon, il vous la répète autant de fois qu'il le faut. C'est exactement ça. Donc, je me suis Alors, sentie dans votre cas, voilà, dans votre cas, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt quelque chose de positif. Vous avez une tradition dans la lignée familiale féminine du côté de votre maman, en fait. C'est plus vous connecter à une fréquence qui vous correspond. C'est comme mon asthme à moi, en fait. C'est qu'il y a dans l'héritage du côté de votre maman quelque chose à apprendre, à respecter, à honorer. Et donc, cherchez dans l'histoire de votre maman, qu'est-ce que faisaient les femmes de son côté, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, et puis essayez de vous connecter à cette pratique-là, juste par l'acceptation d'abord, avant que ça soit une vraie pratique, mais il y a un volet à honorer dans l'histoire de la famille du côté de votre maman. Et puis, il y a un deuxième volet, c'est le respect du féminin. C'est voir que le féminin... Alors, moi, je fonctionne aujourd'hui avec mon féminin. Le féminin, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qui est empathie, tout ce qui est intuition, tout ce qui est... en fait, moi j'adore une définition d'un des grands maîtres de la philosophie contemporaine et qui est un maître en tout parce qu'il a été soufi, il a été chaman, il a été christique, il a tout fait, qui s'appelle Louis Sanza et qui a écrit un livre magnifique, il n'a pas écrit, on a écrit en son nom La voix du sentir, le sentir, le verbe, et la voix avec eux, et qui parle de l'importance du ressenti dans le fonctionnement quotidien. Et lui, il définit le féminin comme quelque chose de concave. Donc, le féminin est porteur de tout. Quand vous avez un ustensile concave, tout se stabilise dedans, tout s'accueille dedans et tout prend le temps de s'installer. Le masculin, il le définit comme étant convexe et donc tout glisse dessus. Donc, quand on a envie de porter quelque chose, de faire fructifier quelque chose, c'est avec le féminin qu'on le fait, pas avec le masculin. Ça veut dire pas avec notre tête, mais plutôt avec notre intuition, avec notre féminité, avec nos émotions, ok. Et donc, dans votre système, il faut faire la paix avec la féminité et avec le féminin que vous êtes, même si historiquement c'était pas nécessairement honoré dans les familles traditionnelles marocaines, mais vous avez tout à gagner à voir la femme en vous, à honorer la fille en votre fille comme une princesse et de chercher qu'est-ce qui se
se joue du côté féminin dans la famille de votre maman. Moi, j'espère que ça répond à votre question. Et... J'ai retenu l'idée d'honorer la féminité dans la famille. Peut-être et la tradition. Il y a une tradition. Au-delà de la féminité, c'est une tradition qui est portée par les femmes. Demandez à votre maman qu'est-ce qu'elles faisaient les arrière-grand-mères. En termes de guérison, en termes de clairvoyance, en termes de... Vous êtes plus doué pour l'intuitif et pour des choses comme ça. En fait, il y a une belle connexion et c'est cette connexion-là qui doit fonctionner correctement. Et donc, en fait, je vais vous le schématiser comme ça. Enquête. Voilà. En fait, c'est un tuyau. Il y a un débit à 100 litres seconde et ça nécessite un tuyau à 20 cm de diamètre. Et quand ça arrive chez vous, il devient à 2 cm. C'est un engorgement, en fait. Et l'engorgement crée une tension et la tension crée la maladie que vous avez et que votre fille a. J'espère que ça répond et que vous allez trouver la réponse de votre maman. J'espère qu'on va se revoir pour vous annoncer peut-être. Inch'Allah, avec plaisir. Bonsoir. Alors, merci Mohamed. Moi, ce que je veux rajouter, c'est que là, on voit l'importance de nos seniors parce qu'ils portent l'histoire de notre famille. Donc, je vous encourage à vous rapprocher beaucoup des personnes âgées de la famille parce que c'est vraiment des trésors ce qu'on récolte. Parce que des fois, on a des mallettes, on ne les comprend pas, mais quand on va fouiner un peu, on ressort avec des choses magnifiques. Ils nous éclairent, quoi. Ils nous éclairent. Exactement. Alors, Fatima Salah, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais je crois qu'on ne va pas trop... Oui. Alors, bonsoir, merci beaucoup. J'ai des migraines digestives. J'ai le cœur qui se serre de temps en temps. Migraine digestive, ça veut dire migraine avec nausée? Allô? Alors, on demande à Mouna Halim si c'est possible de répondre à la question. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci pour cet honneur d'être avec vous ce soir. Merci à vous. Alors, oui, des migraines digestives, ça, en fait, c'est comme j'ai une migraine, mais je sens que j'ai une boule dans l'estomac. Oui. Ouais. D'accord. Oui. En fait, la migraine, d'abord, c'est une guerre interne entre vous et vous-même. Ça veut dire que c'est que vous n'êtes pas décidé sur les choses qui sont importantes pour vous. Et il y a beaucoup de... Je ne sais pas, ça date de quand. OK? Et en fait, quand on a le tournis, c'est presque un aller-retour cérébral entre là et là. Et ça donne une sorte de nausée et de nœud. Alors, le nœud, il peut avoir plusieurs raisons. Alors, dans votre histoire, c'est un événement qui s'est passé quand vous aviez 9-10 ans. On ne va pas en parler, mais c'est dans le détail. Mais si ça vous dit quelque chose, est-ce que ça vous dit quelque chose? 10 ans. Non. 9-10 ans, non. Non, non. Il y a d'abord 7-8 et puis 9-10. Non. Ok. Alors, non mais bon, pourquoi ça se manifeste dans l'estomac? Justement parce que ça crée une situation de panique et de peur qui après réapparaît au fur et à mesure. C'est plus un système d'alerte en fait que quand vous êtes en position de vivre des choses qui ressemblent ou que vous considérez qui ressemblent à ce que vous avez vécu enfant et elles reviennent. Ce que je vous propose, c'est que vous prenez mon téléphone chez madame et on échange par téléphone. C'est juste, c'est dans le titre, à titre gracieux comme aujourd'hui. C'est juste pour pouvoir vous donner d'autres informations qui sont importantes pour vous. Prenez mon téléphone chez Madame Nadia. Chez Nadia et on aura un petit entretien téléphonique pour clarifier les choses un peu plus.
D'accord, merci beaucoup. Okay. Je vous en prie, Lella, au revoir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Alors, Najia, نكمل les questions? C'est Mohamed, est-ce qu'on peut rajouter quelques questions? Oui, on prend 5 à 10 minutes pour répondre à toutes les questions. On arrête les questions orales, je pense, parce que les gens ont posé leurs questions écrites avant. Donc, ils sont prioritaires. On les voit, on les passe et on arrête. Ça marche. OK, merci, Mohamed. Vas-y, Alors, bonsoir, j'ai une question. J'ai une amie qui a perdu récemment son mari. Elle n'arrive pas à faire le deuil avec le décès de son mari et a beaucoup de mal à surmonter cette épreuve. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Merci. C'est ce que je dis tout à l'heure, c'est l'acceptation. En fait, bon. Après, est-ce que ce deuil part de zéro? Ça dépend. Des fois, des deuils vécus à l'âge adulte ne font que rappeler des deuils qui sont antérieurs. Donc, ce n'est pas que l'absence de son mari qui coûte. Il y a tout le sentiment d'insécurité qui peut se provoquer à cause de ça, selon sa situation matérielle, selon l'histoire qu'elle a du côté de son père, de sa mère. Donc, mais pour le deuil, quand ça dépasse 2 mois ou 3 mois, il faut aller voir un thérapeute pour travailler sur le deuil. Il y a beaucoup de gens et en plus, travailler sur le deuil est quelque chose qui n'est pas très difficile. Le deuil dans son émotion propre, il se travaille en une seule séance, ou même pas. Il peut se travailler en un quart d'heure. Après, c'est quelle est l'histoire derrière qui peut prendre du temps selon les cas. Donc, si ça tarde et que après 2 ou 3 mois, elle n'arrive pas à s'en sortir, il faut qu'elle voie quelqu'un qui puisse l'aider à sortir de là, un thérapeute, un psychologue. Je ne conseille pas les médicaments, elle va dans le sens d'un accompagnement léger et puis elle travaille sur ça. OK. Alors, une autre question, comment savoir quel outil de thérapie utiliser quand on a quelque chose à régler? Wesh, constellation familiale, hypnose, PNL, etc. Oui, en fait, tout se rejoint. C'est là où je me sens le plus à l'aise, ou c'est surtout vis-à-vis de la personne avec laquelle je suis le plus à l'aise. Donc, c'est plus voir des gens qui sont passés par un thérapeute, leur poser des questions. Moi, je crois beaucoup au bouche à l'oreille. Donc, quand vous rencontrez des gens dans votre entourage qui ont essayé une technique et qui a fonctionné sur eux, allez-y. L'énergétique a l'avantage par rapport à d'autres techniques. Quand je dis énergétique, c'est les constellations, c'est un peu le theta, un peu la psycho-énergétique. C'est que des fois, le poids de l'histoire, il est présent rapidement. Contrairement à une thérapie normale ou à la PNL, qui ne va pas faire sortir ça nécessairement. OK? Mais l'hypnose y va, mais avec un chemin un peu plus court, avec les archétypes et l'hypnorésonance, on y va aussi. Et donc, c'est juste choisir le bon thérapeute, en fait. Ce n'est pas une histoire purement technique, parce que tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Donc, c'est plus le choix de la personne que le choix de la technique qui est important. Faites-vous conseiller, suivez des gens qui ont déjà fait des choses comme ça, et donc vous serez certainement orienté vers quelqu'un qui saura vous accompagner. Très bien. Alors, une autre question, comment peut-on gérer nos émotions, si vous avez des conseils à nous donner? Alors, la première chose dans une émotion, c'est qu'elle est faite pour être acceptée et digérée. C'est-à-dire ne pas fuir ses émotions. Quand on fuit une émotion, en général, ça engendre un problème physiologique après. OK? Une émotion s'accueille au niveau des tripes, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire par la notion de l'acceptation. Dans notre religion musulmane, s'il n'y a que des musulmans avec nous, mais je pense qu'il y a d'autres religions, mais au-delà,
la notion de l'acceptation est le sixième pilier de la foi. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. Ça veut dire que chaque événement de la vie n'est là que pour être vécu. S'il est douloureux, je dois me poser la question, quel est le message ou laquelle est la leçon que je dois apprendre à travers cette émotion que je traverse? Et s'il est positif, je le vis dans la joie et je le traverse. Mais quand j'ai une émotion qui est forte et qui est lourde, je dois juste me poser la question, pourquoi cette émotion s'invite chez moi? Qu'est-ce que j'ai à revoir dans ma vie, dans ma façon d'exister, dans mon entourage ou dans mon fonctionnement vis-à-vis de moi-même, combien je m'aime et comment je suis prioritaire chez moi par rapport aux autres. Et là, en général, on cerne toutes les émotions qui… Après, quand une émotion est lourde, l'exercice est simple. C'est d'imaginer que que tout mon corps est dans une boule, regroupé comme une boule, et que je mets dans mon ventre. Ça veut dire comme si je me concentrais jusqu'à devenir une petite boule, et je mets la boule à l'intérieur du ventre. Pour les femmes, ça donne la sensation d'être enceinte. Pour les hommes, ça donne la sensation d'avoir fait un exercice d'abdos et donc on a un durcissement des muscles abdominaux et là, on sent qu'on est centré sur nous-mêmes. On peut envoyer des racines vers le sol pour s'ancrer et imaginer qu'il y a une chute de lumière qui vient du haut et qui nous traverse et qui traverse tout notre corps pour apaiser cette douleur que nous avons en nous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la douche énergétique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur YouTube qui en parlent pour être assisté et pour pouvoir le faire en parallèle avec celui qui a fait la vidéo. Ok, donc Najia, je pense que… Najia, tu es là? Ah, elle n'est pas là. Bon, je pense que s'il n'y a plus de questions, voilà. Elle est là. Voilà. Alors, Najia… Il n'y a plus de questions. Moi, je pense que je vois encore des choses écrites là. Je ne sais pas si tu les as vues. Bonsoir. Anna, j'ai respecté les 5 minutes d'ILC. Ah oui. Là, on prend une dernière orale parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pointé. Il y a quelqu'un qui a pris le micro. On prend la dernière alors. Merci, c'est très gentil. C'est Nisrine Chouki. Merci infiniment pour cette belle conférence. Au fait, ma petite question tourne autour de la vie du couple. Lorsque l'un des conjoints, pendant les 2 premières années, on découvre l'infertilité chez l'un ou chez l'autre, et qu'au fil des années, les années, 10 ans passent, 16, 17 ans, et par moment, des questions traversent l'esprit. Pourquoi j'aurais dû peut-être prendre une décision plus tôt, etc. Mais par moment, et souvent, parce que alhamdoulilah, ni'mat al-iman, on se dit qadar Allah, alhamdoulilah, il y a aussi l'amour, il y a aussi l'iman bil qada khayrihi wa sharrihi, et aussi le shaitan qui survient. Oui, il fait son boulot normalement. Exactement. Et il dit non, mais c'est pas toi qui es concerné, c'est l'autre. Donc c'est le qadar de l'autre, c'est pas ton qadar à toi. Ton qadar, tu peux le changer. Bref, c'est très philosophique. Et donc voilà. Donc il y a toujours ce dilemme. À la fois on est amoureux, on est bien, on est très proche de Dieu. Alhamdoulilah, on le dit. On le dit, mais des moments de faiblesse, lorsqu'il y a des petites disputes ou donc il y a le shaitan qui vient, qui dit il fallait prendre une décision très tôt. Donc voilà, comment trouver avec l'équilibre et la sérénité ou tout en restant bien sûr bienveillant envers l'autre. En fait, on cherche toujours ce qui nous nourrit. Quand on est resté quand on a pris la décision de rester, c'est que ce qui nous nourrissait dans cette relation était plus important que la procréation.
parce qu'on a trouvé un certain équilibre et que cet équilibre, il est là, il restait, il demeure. Et donc, en fait, les enfants dans la sociologie sont plus un liant dans le couple. Ils sont là pour maintenir le couple en général plus qu'autre chose. Bon, le bonheur d'avoir des enfants, c'est quelque chose, mais en général, quand on a un lien d'amour, si je suis comblé, je n'ai pas à chercher ailleurs. Au-delà, c'est comment moi je m'aime dans cette relation. Est-ce que, si je suis épanoui, et je pense que vous l'êtes, c'est normal que vous vous posez des questions dans les moments de difficulté ou là de rupture ou là de discussion chaude. Mais celui qui parle pendant ces moments, ce n'est pas vous. Justement, vous l'avez dit, c'est votre ego qui est le siège d'El Shaitan, comme vous l'avez nommé. Et donc, une décision, elle se prend quand je suis apaisé, quand je suis calme, quand j'ai fait une lecture de moi-même qui justement tient compte de ma foi, de mon état intérieur, de tout. Et donc, quand je suis apaisé, mes décisions sont saines. Et intuitivement, vous savez que vous avez pris la bonne décision. Donc, quand Shaitan arrive, dites-lui, vous n'avez pas votre place et il s'en ira. Il ne peut s'introduire que lorsque vous lui donnez une marge de doute dans votre façon d'être. Et donc, lui, il reviendra et à vous de le chasser à chaque fois. Après, est-ce qu'il y a encore de l'espoir d'avoir des enfants et il peut y avoir une solution? Ça dépendra de l'âge et de ce que vous avez parcouru, mais il y a toujours de l'espoir dans certains cas, même si médicalement, il peut y avoir... il y a eu des cas où moi, j'ai eu des cas où la personne n'arrivait pas à tomber enceinte et elle a fini par avoir des enfants. Justement, bon, le problème était chez la femme, pas chez l'homme, mais il y a, en psychologie, on peut vivre ce qu'on appelle des sidérations, des blocages émotionnels, et donc l'évolution physico-émotionnelle ne se fait pas. Mais bon, au-delà, faites ce que vous dit votre cœur et c'est l'essentiel. C'est toujours lui le guide, et quand donc quand le cœur parle, suivez ce qu'il dit, il connaît le chemin mieux que la tête. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos attentes, et donc c'était un plaisir de partager avec vous. Merci à Najia. Je te laisse la parole, Najia, pour conclure. Merci, en tout cas, la conclusion est magnifique. L'histoire du cœur, toujours le cœur. Exactement. Merci à vous tous et bonne soirée. Désolée si on n'a pas pu répondre à certains, le temps est court. Donc, j'ai mis le numéro de téléphone de Si Mohamed si vous voulez le contacter directement. Voilà, donc bonne soirée à tous et merci pour votre présence encore. Merci à toi. Merci Fatem Zahra. Merci beaucoup Sidi, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, à très bientôt, Inch'Allah. Assalam Sidi. Assalam. Merci, shukran jazidan. Avec plaisir, marhaba.